Je me souviens du moment exact où j'ai compris que je pouvais parler français. Pas seulement le lire, pas seulement le comprendre dans ma tête, mais vraiment le parler, à voix haute, devant quelqu'un. Ce moment a tout changé pour moi. Aujourd'hui, je veux te raconter cette histoire, mon ami, parce que je pense que tu la connais aussi, d'une certaine façon. Dis-moi, mon ami, d'où est-ce que tu regardes cette vidéo? Écris-le dans les commentaires. Moi, par exemple, si je regardais depuis la ville où j'habite, j'écrirais « Je regarde depuis Guadalajara, Mexique ». Ou peut-être tu écrirais « Je regarde depuis Paris, France ». Vas-y, écris ton pays, je suis vraiment curieuse de savoir d'où vous venez, vous qui apprenez le français avec moi. Je m'appelle... Non, en fait, mon nom n'est pas important. Ce qui est important, c'est ce que j'ai vécu. Je suis mexicaine, j'ai 24 ans, et depuis que j'ai 16 ans, le français est une partie de ma vie. Mais pendant très longtemps, trop longtemps, cette langue vivait seulement dans ma tête. Je la comprenais, je la lisais, je l'écrivais dans mes cahiers. Mais parler? Non. Parler, c'était impossible. Ou plutôt, je croyais que c'était impossible. Alors laisse-moi te raconter tout depuis le début. Quand j'avais 16 ans, ma famille a déménagé pour la première fois dans une grande ville. Avant, nous vivions dans un village tranquille, loin de tout. Ma mère vendait des légumes au marché le dimanche matin. Mon père travaillait dans la construction. Nous n'avions pas beaucoup d'argent, mais nous étions heureux, je crois. Enfin, j'étais heureuse comme on l'est quand on ne connaît pas autre chose. Dans la nouvelle école de la grande ville, les choses étaient différentes. Les élèves portaient de beaux vêtements. Ils parlaient d'endroits que je ne connaissais pas. Et surtout, il y avait une classe que je n'avais jamais vue avant, le français. Une langue étrangère, en plus de l'anglais que j'apprenais déjà depuis des années. Le premier jour de ce cours, la professeure est entrée dans la salle et elle a dit bonjour en français. Bonjour. Juste ce mot. Et quelque chose dans ce mot m'a touché d'une manière que je ne sais pas encore bien expliquer. C'était comme si ce mot avait une couleur particulière, une texture différente de tous les autres mots que je connaissais. Bonjour. Bonjour. Le bonjour. Je trouvais ça beau. La professeure s'appelait Madame Ferreira. Elle n'était pas française, elle était brésilienne, et elle parlait le français avec un accent chaud, mélangé, qui me semblait naturel et humain. Pas parfait, pas froid, pas comme une machine, mais humain. Et ça, pour moi, c'était important, même si je ne le savais pas encore. Pendant les premiers mois, j'étudiais le français avec une passion que je n'avais jamais ressentie pour une matière scolaire. J'apprenais les mots, les conjugaisons, les petites règles bizarres de cette langue. Pourquoi est-ce qu'on dit le soleil, mais la lune? Pourquoi est-ce que certains verbes ont une conjugaison complètement différente des autres? Ces questions me fascinaient. Je passais mes soirées à lire mes notes, à copier des listes de vocabulaire dans un cahier rouge que j'avais acheté spécialement pour le français. Madame Ferreira remarquait que j'aimais sa classe. Elle me donnait parfois des livres supplémentaires, des petits romans faciles, des magazines en français.
Je les lisais dans mon lit le soir, avec un dictionnaire à côté de moi. Quand je ne comprenais pas un mot, je le cherchais, je l'écrivais dans mon cahier, et je continuais. Mais en classe, quand Madame Ferreira posait une question et regardait dans notre direction, je baissais les yeux. Si elle me demandait de répondre, mon cœur battait très vite. Je savais la réponse. Toujours, presque toujours, je connaissais la réponse. Mais les mots ne voulaient pas sortir de ma bouche. Ils restaient coincés quelque part entre ma gorge et mes lèvres, comme des oiseaux qui ont peur de voler. Ma voix changeait quand je parlais français. Elle devenait petite, hésitante, tremblante. Et quand je faisais une erreur de genre, une mauvaise conjugaison, je voyais les autres élèves qui souriaient, ou peut-être qu'ils ne souriaient pas vraiment et que c'était juste mon imagination, mais ça ne changeait rien. J'avais honte. Une honte profonde, physique, qui me faisait vouloir disparaître. Alors j'ai pris une décision. Je continuerai à étudier le français, mais je ne parlerai pas. Je lirai, j'écrirai, j'écouterai, mais parler, non. C'était ma stratégie. Et pendant 2 ans, j'ai suivi cette stratégie avec une discipline parfaite. J'ai obtenu les meilleures notes de la classe aux examens écrits. Madame Ferreira était fière de moi. Mes parents aussi, parce que de bonnes notes, c'est quelque chose qu'ils comprenaient et aimaient. Mais à l'oral, j'avais toujours des notes moyennes, parfois même mauvaises. Et Madame Ferreira me regardait avec une expression que je ne savais pas exactement comment interpréter. Pas de la déception. Plutôt, de la tristesse, je crois. Une tristesse douce. Un jour, après les cours, elle m'a appelé. Tu sais, elle m'a dit en espagnol, parce que nous étions seuls et qu'elle voulait que je comprenne vraiment. Il y a une différence entre connaître une langue et vivre une langue. Toi, tu connais le français très bien, mais tu ne le vis pas encore. Je ne savais pas quoi répondre. J'ai juste hoché la tête. La peur de se tromper, elle a continué, c'est ce qui bloque le plus les apprenants de langue dans le monde entier. Pas le manque de vocabulaire. Pas la grammaire. La peur. Et elle avait raison, bien sûr. Mais savoir qu'elle avait raison ne changeait rien à la sensation dans ma poitrine quand j'essayais de parler. Plus tard, à 18 ans, j'ai quitté l'école. Pas parce que je voulais, parce que nous n'avions plus assez d'argent pour que je continue. Ma mère était tombée malade. Mon père avait perdu son travail temporairement. Et moi, l'aîné de 3 enfants, j'avais décidé d'aller travailler. J'ai trouvé un poste dans un petit hôtel dans le centre de la ville. Pas un grand hôtel de luxe, un hôtel modeste, propre, avec des clients qui venaient pour le travail ou pour visiter la région. Je travaillais à la réception, je répondais au téléphone, je donnais des informations aux clients. C'était un travail simple mais honnête, et j'étais contente de pouvoir aider ma famille. Les premiers mois, tout allait bien. Les clients étaient mexicains pour la plupart, ou venaient des pays voisins. Mon espagnol était plus que suffisant. J'apprenais aussi les bases de l'anglais dans la pratique, parce qu'il y avait parfois des touristes américains ou canadiens. Et puis, un mardi matin de novembre, quelque chose est arrivé. Un homme est entré dans l'hôtel. Il était grand, avec des cheveux gris,
une veste bleue et une valise à roulettes. Il avait l'air fatigué, un peu perdu. Il s'est approché de la réception et il m'a dit, dans un français rapide et naturel: « Bonjour, j'ai une réservation. » J'ai souri. Mon cœur a bondi. Je savais exactement ce qu'il disait. Je savais comment répondre. En français, il y avait au moins 5 façons différentes de lui demander son nom pour vérifier sa réservation. Je les connaissais toutes. Mais ma bouche ne s'est pas ouverte. J'ai pris le passeport qu'il tendait vers moi. J'ai regardé le nom. J'ai trouvé sa réservation dans le système. Et j'ai répondu en espagnol, très lentement, en espérant qu'il comprendrait quelques mots. Il a eu l'air surpris. Il a essayé de continuer en français. J'ai continué en espagnol. À la fin, nous avons géré la situation avec des gestes, quelques mots d'anglais de sa part, beaucoup de sourires gênés de mon côté. Il est monté dans sa chambre. Moi, je me suis assise et j'ai regardé mes mains sur le clavier de l'ordinateur. J'aurais pu lui parler en français. J'aurais pu. Et je ne l'avais pas fait. Cet homme, appelons-le le monsieur à la veste bleue, est resté dans l'hôtel pendant 4 jours. Chaque matin, il passait devant la réception en disant « bonjour » et en souriant. Chaque soir, il demandait des informations sur des restaurants ou des activités. Et chaque fois, je lui répondais en mélangeant des mots d'espagnol et d'anglais, avec de grands gestes et beaucoup de mimiques sur le visage. Le 4e jour, au moment de partir, il s'est arrêté devant moi et m'a dit en français, lentement: « Je pense que tu comprends le français. » Non? J'ai rougi. J'ai hoché la tête. Alors pourquoi tu ne parles pas? Je n'ai pas répondu. Il a souri gentiment. Moi, j'apprends l'espagnol depuis 3 ans. Je parle très mal. Mais je parle. Parce que si je ne parle pas, je n'avancerai jamais. Et il est parti. Je suis resté debout derrière la réception pendant peut-être 5 minutes sans bouger. Ces mots résonnaient dans ma tête. Pas comme une critique, mais comme une petite lumière. Ce soir-là, en rentrant chez moi, j'ai repensé à tout. À Madame Ferreira. Au monsieur à la veste bleue. À toutes ces années où j'avais étudié le français avec passion mais où j'avais refusé de l'utiliser vraiment. Et j'ai réalisé quelque chose d'important. La honte que je ressentais n'était pas liée à mes erreurs. Mes erreurs étaient normales, inévitables, nécessaires même. La honte venait d'une idée que j'avais dans la tête, l'idée qu'on devait parler parfaitement avant de parler du tout. Que si ma phrase n'était pas correcte à 100%, c'était mieux de ne rien dire. Mais d'où venait cette idée? Je ne l'avais jamais choisie consciemment. Elle était là, installée dans ma tête depuis longtemps, comme un meuble qu'on ne remarque plus parce qu'il a toujours été là. J'ai sorti mon cahier rouge, car je l'avais toujours, même après avoir quitté l'école. Je l'avais gardé dans ma chambre, sur la petite étagère au-dessus de mon lit. Et j'ai écrit une phrase en français. Je parle français, même si je fais des erreurs. Juste cette phrase. Je l'ai écrite, je l'ai relue, et j'ai essayé de la croire. Les semaines suivantes,
J'ai commencé à faire quelque chose que je n'avais jamais fait avant. J'écoutais du français partout et j'essayais de répéter. Pas dans une classe, pas devant quelqu'un, mais d'abord toute seule, dans ma chambre, les portes fermées. J'écoutais des chansons en français sur mon téléphone et je chantais avec, même en chantant faux, même avec les mauvais accents. Je regardais des vidéos en français et je mettais la lecture en pause pour répéter les phrases à voix haute. C'était gênant. Vraiment. Même seule, je me sentais ridicule. Mais je continuais. Après un mois de cette pratique solitaire, quelque chose a changé. Ma voix en français était devenue plus assurée, plus naturelle. Les mots sortaient plus facilement. Pas parfaitement, mais plus facilement. Et cette différence était suffisante pour me donner envie de continuer. À l'hôtel, la directrice m'a un jour demandé si je parlais d'autres langues. Je lui ai dit que je parlais anglais, un peu, et français. Ses yeux se sont écarquillés. Français? Vraiment? Oui, j'ai dit. Et j'ai senti que ma voix ne tremblait pas. Tu sais, nous avons beaucoup de clients francophones qui viennent pour les conférences. Ce serait utile d'avoir quelqu'un qui puisse les aider. 2 semaines plus tard, il y avait une grande conférence internationale à l'hôtel. Des participants venaient de plusieurs pays, et certains ne parlaient que français ou anglais. La directrice m'a demandé d'aider avec l'accueil des francophones. La veille au soir, je n'ai presque pas dormi. J'ai relu mes notes, j'ai pratiqué des phrases utiles. Je parlais dans ma chambre à une chaise imaginaire. Bonjour, bienvenue à l'hôtel. Puis-je voir votre confirmation? Votre chambre se trouve au 3e étage. Des phrases simples, directes, utiles. Le lendemain matin, les premiers participants francophones sont arrivés. 2 femmes d'âge moyen, avec des valises et des sourires fatigués après un long voyage. Elles se sont approchées du comptoir et l'une d'elles a dit « Bonjour, nous avons une réservation. » Et moi, j'ai répondu « Bonjour, bienvenue. Vos noms, s'il vous plaît ?» Ce n'était pas grand-chose. 2 phrases. Mais pour moi, ce matin-là, c'était comme traverser une rivière à la nage, difficile et essoufflant, mais avec quelque chose de nouveau de l'autre côté. Les femmes ont souri. Nous avons continué à parler. Je faisais des erreurs, je le sentais. Je disais « le » quand il fallait dire « la ». J'oubliais de faire la liaison, j'utilisais parfois un mot qui n'était pas exactement le bon. Mais les femmes comprenaient. Elles répondaient. La conversation avançait. À la fin de l'enregistrement, l'une des femmes a dit « Tu parles très bien le français ». Je savais que ce n'était pas entièrement vrai. Mon français avait encore beaucoup de progrès à faire. Mais le fait qu'elle le dise, le fait qu'elle ait compris tout ce que j'avais dit, que notre échange ait fonctionné, c'était réel. Ce n'était pas une erreur. Ce jour-là, j'ai aidé peut-être 12 ou 15 participants francophones. Certains échanges étaient simples, d'autres plus complexes. Avec une dame qui avait une question compliquée sur sa facture, j'ai dû lui expliquer quelque chose que je ne savais pas exactement exprimer en français. J'ai cherché mes mots, j'ai utilisé des phrases longues pour dire quelque chose de simple, j'ai parfois mélangé l'ordre des mots.
Mais à la fin, elle a compris, elle a hoché la tête, elle a souri et dit « merci ». Ce « merci » valait tout. Le soir, en rentrant, je me sentais différente. Légère, d'une certaine façon. Comme si j'avais posé quelque chose de lourd que je portais depuis des années. Je veux te parler de quelque chose d'important maintenant, mon ami. Quelque chose que j'aurais voulu savoir bien plus tôt. Il y a une grande différence entre comprendre une langue et la parler. Mais cette différence n'est pas due à un manque de connaissances. Elle est due à la peur. Et la peur, elle se combat de façon particulière. On ne la combat pas en apprenant plus de grammaire. On ne la combat pas en attendant d'être prêt, parce que ce moment parfait n'arrive jamais tout seul. On la combat en parlant, même quand on a peur, même quand on sait qu'on va faire des erreurs. Les erreurs que j'ai faites ce jour-là à la conférence, puis les semaines suivantes et les mois suivants, étaient mes professeurs, pas mes ennemis. Quand je disais quelque chose d'incorrect et que l'autre personne me corrigeait gentiment, ou quand je voyais sur son visage qu'elle n'avait pas compris et qu'il fallait reformuler, je retenais cette leçon infiniment mieux que si je l'avais lue 100 fois dans un livre. Parce que j'avais ressenti quelque chose. J'avais vécu quelque chose. Et les choses qu'on vit, on les oublie moins facilement. Quelques mois après la conférence, la directrice m'a proposé une promotion. Je serai désormais responsable des clients internationaux. Mon salaire augmentait un peu. Et surtout, j'aurai la possibilité de pratiquer le français et l'anglais tous les jours, dans des situations réelles. J'ai accepté immédiatement. Dans ce nouveau rôle, j'ai rencontré des gens extraordinaires. Des professeurs qui voyageaient pour des conférences scientifiques. Des artistes qui passaient quelques jours dans la ville. Des familles qui visitaient la région pour la première fois. Des personnes âgées qui voyageaient seules pour la première fois de leur vie. Des jeunes couples en voyage de noces. Chacun avait une histoire. Et le français était le fil invisible qui me permettait d'accéder à ces histoires, d'entrer dans ces vies pour un moment, d'être utile d'une façon que je n'aurais pas pu être sans cette langue. Un homme, un architecte qui venait travailler sur un projet local, est devenu une sorte d'ami informel. Il passait souvent par la réception le matin pour prendre un café au comptoir de l'hôtel, et nous parlions un peu. Il corrigeait mes erreurs, pas de façon agressive, mais naturellement, en répétant la phrase correcte dans sa réponse. C'était une façon élégante d'enseigner, et j'apprenais énormément. Un jour, il m'a dit: « Tu sais quelle est la différence entre quelqu'un qui parle déjà bien une langue et quelqu'un qui ne la parle pas encore bien ?» J'ai dit non. Le courage. Juste le courage. Les connaissances, ça s'apprend. Mais le courage de les utiliser, ça vient de toi. Cette phrase m'est restée. Elle est encore là, dans ma tête, aujourd'hui. Pendant cette période, j'ai aussi découvert quelque chose sur moi-même. Quand je parlais français, j'étais différente. Pas différente au sens où je n'étais plus moi-même, au contraire. Mais comme si une autre couche de moi-même devenait visible. Une version de moi qui était plus directe, peut-être. Plus précise dans ses mots, parce qu'elle devait réfléchir avant de parler. Plus attentive, parce qu'elle devait écouter activement pour comprendre.
On dit souvent qu'on est une personne différente selon la langue qu'on parle. Je pense que c'est vrai, mais pas dans le sens où on change de personnalité. On découvre des facettes de soi-même qu'on ne connaissait pas encore. En espagnol, je suis rapide, spontané, parfois un peu chaotique dans mes pensées, comme la conversation au Mexique en général, qui saute d'un sujet à l'autre avec une énergie joyeuse. En français, je suis plus posé, plus structuré. Pas parce que le français m'impose cela, mais parce que construire une phrase dans une langue étrangère demande un moment de réflexion, et ce moment de réflexion change légèrement la façon dont les idées sortent. Je trouvais ça fascinant. Je trouve ça encore fascinant aujourd'hui. Après 1 an et demi à l'hôtel, j'ai décidé de reprendre mes études. Ma mère allait mieux. Mon père avait retrouvé un travail stable. Et moi, j'avais économisé assez pour payer une partie de mes études. J'ai cherché une école qui offrait des cours de langue, de traduction, de communication internationale. Le jour de l'entretien d'entrée, on m'a demandé de parler en français pendant 10 minutes sur un sujet de mon choix. J'ai choisi de parler de l'apprentissage des langues, bien sûr. Et pendant ces 10 minutes, j'ai parlé. Avec des erreurs, avec des hésitations, avec parfois les mauvais mots, mais j'ai parlé. Sans m'arrêter. Sans m'excuser d'avance. Sans baisser les yeux. J'ai été acceptée. La première semaine à l'école, j'ai rencontré d'autres étudiants qui apprenaient différentes langues. Une fille qui apprenait le japonais depuis 4 ans et qui pouvait lire des textes complexes mais qui avait peur de parler à des locuteurs natifs. Un garçon qui étudiait l'allemand et qui connaissait la grammaire par cœur mais qui évitait les conversations réelles. Une autre étudiante qui apprenait le portugais et qui disait toujours « Je ne suis pas encore prête » quand on lui proposait de pratiquer. Je me reconnaissais dans chacun d'eux. Cette version de moi de 16 ans, 17 ans, 18 ans, qui savait mais ne parlait pas, qui comprenait mais se cachait, elle était dans leurs yeux. J'avais envie de leur dire « Parle maintenant. Pas demain. Pas quand tu seras parfait. Maintenant. » Mais on n'apprend pas ces choses par les mots des autres. On les apprend par ses propres expériences. Alors j'ai attendu, et j'ai regardé, et peu à peu j'ai vu certains d'entre eux traverser leur propre rivière. Mon ami, je veux te parler maintenant d'une chose très concrète. Une chose que j'ai apprise et qui a vraiment accéléré mes progrès à l'oral. C'est la technique que j'appelle « parler pour communiquer », pas pour impressionner. Quand on a peur de parler une langue étrangère, on a souvent une image dans la tête de ce que devrait être notre discours. On imagine des phrases longues, élégantes, parfaitement construites. On veut montrer qu'on sait, qu'on est intelligent, qu'on a travaillé. Et cette image crée une pression énorme, parce que la réalité de notre discours est toujours plus simple, plus hésitante que cette image parfaite. Mais voilà ce que j'ai compris. Personne ne nous demande d'impressionner. Les gens veulent juste se comprendre. Ils veulent que la communication fonctionne. Et pour que la communication fonctionne, des phrases simples et correctes valent infiniment mieux que des phrases complexes et incorrectes. Je ne comprends pas. Pouvez-vous répéter? Cette phrase est parfaite, simple, directe et utile. Excusez-moi, je cherche le mot. Cette phrase montre que vous réfléchissez, que vous essayez. Les gens attendent, ils aident, ils comprennent.
Est-ce que je peux dire ça comme ça? Cette question est magnifique parce qu'elle transforme l'erreur potentielle en moment d'apprentissage. Ces petites phrases ont changé ma façon de parler. Elles m'ont donné des outils pour gérer les moments difficiles, les trous de mémoire, les mots oubliés. Et avec ces outils, j'ai commencé à me sentir moins seule dans les conversations. Moins exposée. À l'école, j'avais une professeure de phonétique française qui nous répétait toujours « Le français a peur du silence ». Elle voulait dire par là que dans la conversation française, les pauses longues peuvent mettre l'autre personne mal à l'aise, contrairement à d'autres cultures où le silence est confortable. Pour combler ces silences pendant qu'on cherche ces mots, il y a des petites expressions utiles. Eh bien, en fait, comment dire, c'est-à-dire. Ces expressions, qu'on appelle des expressions de remplissage, permettent de garder la parole pendant qu'on réfléchit. Elles montrent à l'autre personne qu'on n'a pas fini, qu'on continue, qu'elle doit encore attendre. Et elles sont tellement naturelles dans la bouche des francophones natifs qu'en les utilisant, on sonne immédiatement plus authentique. Je pratiquais ces expressions dans mes conversations quotidiennes. Et petit à petit, elles sont devenues des réflexes. Ma deuxième année à l'école, on nous a proposé un échange avec des étudiants d'une université en Belgique. C'était un programme en ligne, pas un voyage physique, seulement des sessions vidéo régulières avec des étudiants belges qui apprenaient l'espagnol. On parlerait espagnol avec eux pendant 30 minutes, et ils parleraient français avec nous pendant 30 minutes. Un échange équitable. J'ai participé à ce programme avec enthousiasme. Mon partenaire d'échange était une étudiante de 20 ans qui s'appelait Lucie. Elle parlait espagnol avec un accent belge magnifiquement drôle, et elle riait beaucoup de ses propres erreurs. Cette capacité à rire de soi-même, sans se blesser, sans se décourager, juste avec humour et légèreté, m'a profondément impressionnée. Parce que moi, pendant longtemps, je n'avais pas été capable de ça. Une erreur de ma part me faisait rougir, me faisait taire. Une erreur de sa part la faisait éclater de rire et réessayer immédiatement, différemment. Les erreurs, m'a-t-elle dit un jour, c'est juste de l'information. Ça te dit, cette route ne fonctionne pas, et c'est une autre. Rien de dramatique. Je voulais être comme elle. Et j'ai essayé de copier cette attitude, consciemment d'abord, comme quand on copie le style d'un auteur qu'on admire, puis de façon de plus en plus naturelle. Avec Lucie, nos sessions de 30 minutes devenaient souvent des heures. Nous parlions de tout, de nos familles, de nos ambitions, de la nourriture, toujours la nourriture, parce que c'est un sujet universel qui réchauffe les cœurs et les estomacs. Elle me demandait des recettes mexicaines. Je lui demandais comment on préparait les gaufres de Liège. Et pendant ces conversations, je n'avais plus peur. Pas parce que j'étais devenue parfaite, loin de là. Mais parce que je savais que Lucie comprenait ma situation. Parce qu'elle vivait la même chose avec l'espagnol. Et cette réciprocité créait une sécurité que je n'avais jamais trouvée dans une salle de classe. Je pense que c'est quelque chose que beaucoup d'apprenants oublient. Trouver des partenaires d'échange, des personnes qui vivent la même aventure que vous dans une autre langue, est une des choses les plus précieuses qu'on puisse faire pour progresser. Pas seulement pour la pratique, mais aussi pour comprendre qu'on n'est pas seul dans cette expérience. Mon ami, je t'explique tout ça parce que je veux que tu comprennes quelque chose d'essentiel. Si tu regardes cette vidéo en ce moment, si tu comprends ce que je dis en français,
tu as déjà quelque chose d'extraordinaire. Tu as la compréhension. Tu as les bases. Tu as le travail des semaines, des mois, peut-être des années d'études dans ta tête. Ce qui reste à faire, ce n'est pas forcément apprendre plus, c'est laisser sortir ce que tu as déjà appris. Et je sais que c'est difficile. Je sais que la voix dans ta tête dit, pas encore. Apprends encore un peu. Attends d'être prêt. Je connais très bien cette voix. Mais je veux te dire quelque chose que cette voix ne te dira jamais. Il n'y a pas de moment parfait. Le moment parfait pour commencer à parler, c'est maintenant. C'est toujours maintenant. Dans ma 3e année à l'école, j'ai eu l'opportunité de faire un stage dans une organisation internationale basée dans la ville. Il travaillait sur des projets de coopération entre des pays d'Amérique latine et des pays francophones d'Afrique. Beaucoup de leur communication se faisait en français. Et ils avaient besoin d'une personne qui parlait espagnol, français, et qui comprenait la culture mexicaine et latino-américaine. L'entretien était entièrement en français. 2 heures d'entretien en français, avec des questions complexes sur mes expériences, mes qualifications, mes idées sur le travail interculturel. Je ne vais pas te mentir, j'avais peur. La veille de l'entretien, j'ai eu du mal à dormir. Le matin, en me préparant, j'ai regardé mon reflet dans le miroir et j'ai dit à voix haute, en français, « Tu connais cette langue. Tu l'as travaillée pendant des années. Maintenant, utilise-la. » L'entretien a commencé. Et une chose surprenante s'est produite. Après les premières minutes, la peur a diminué. Elle n'avait pas disparu, mais elle avait diminué. Parce que j'étais dans la conversation, je répondais, l'échange se passait bien. Et la concentration que demandait la conversation laissait peu de place à la peur. Les 2 personnes qui me posaient des questions étaient professionnelles mais chaleureuses. Quand elles voyaient que je cherchais un mot, elles attendaient sans impatience. Quand je reformulais une idée d'une façon maladroite, elles acquiesçaient pour me montrer qu'elles avaient compris. J'ai obtenu le stage. Ce stage a été une des expériences les plus enrichissantes de ma vie. Je travaillais avec des personnes venant de nombreux pays différents, des collègues sénégalais, marocains, congolais, camerounais, français, belges et suisses. Et le français était notre langue commune. Personne dans le bureau ne le parlait parfaitement, mais c'était une langue partagée, mélangée, vivante, avec des accents de partout, des expressions de différentes régions, des façons différentes de conjuguer ou de prononcer. Et c'était magnifique. Vraiment magnifique. Parce que ça m'a montré que le français n'appartient à aucune région particulière. C'est une langue du monde. Une langue que des millions de personnes utilisent chaque jour pour travailler, pour aimer, pour rire, pour créer, sans être né à Paris ou en Belgique ou en Suisse. Mon ami, le français que tu apprends est légitime. Ton accent est légitime. Tes erreurs sont légitimes. Tu fais partie de quelque chose de beaucoup plus grand et beaucoup plus varié que l'image qu'on se fait parfois de cette langue. Dans ce bureau, j'ai rencontré une collègue qui parlait un français incroyablement beau. Ses phrases avaient un rythme particulier, une musique que je n'avais entendue nulle part avant. Elle venait d'un pays d'Afrique de l'Ouest, et le français qu'elle parlait portait en lui quelque chose de sa culture, de son histoire, de sa façon de voir le monde. Ce n'était pas le français de Paris.
Mais c'était du français, riche et précis et élégant. Elle m'a appris des expressions que je n'avais jamais entendues. Je lui ai appris des expressions mexicaines en espagnol qui l'ont fait rire pendant 20 minutes. Nous échangions nos mondes à travers les langues, et cette expérience a complètement changé ma vision de ce que signifie parler une langue. Parler une langue, ce n'est pas copier un modèle parfait. C'est apporter à cette langue ta propre voix, ta propre façon de penser, ta propre culture. Et cette contribution est précieuse. Elle enrichit la langue. Elle lui donne de nouvelles formes, de nouvelles couleurs. Après le stage, j'ai continué à travailler dans le domaine de la communication interculturelle. J'ai fait des traductions, j'ai participé à des projets de coopération, j'ai animé des formations. Et le français était là, dans tout ça, un outil indispensable que j'utilisais chaque jour. Mais le plus grand changement n'était pas professionnel. Il était intérieur. Cette honte que j'avais portée pendant des années, cette sensation que mes erreurs me rendaient moins intelligente, moins capable, moins digne d'être écoutée, avait presque disparu. Elle laissait parfois une petite trace, dans les moments difficiles, quand la fatigue me rendait moins sûre de moi. Mais elle n'était plus la maîtresse de ma voix. Je veux parler maintenant de quelque chose que j'appelle la patience de l'imperfection. Quand on apprend une langue, on passe par des étapes. Au début, tout est nouveau, et il y a quelque chose d'excitant dans cette nouveauté. On apprend les premiers mots, les premières phrases, et chaque petit succès est une victoire. Puis vient une étape difficile, une période où on a l'impression de ne plus progresser. On sait beaucoup de choses, mais on fait encore beaucoup d'erreurs. Les conversations sont fatigantes. On ne comprend pas tout. Et parfois, on a envie d'abandonner. Cette étape a un nom en linguistique, on l'appelle le plateau. Et presque tout le monde le traverse. Presque tout le monde pense, à ce moment-là, qu'il n'a pas les capacités pour continuer. Mais le plateau n'est pas une fin, c'est une préparation. Le cerveau est en train d'intégrer, d'organiser, de consolider ce qu'il a appris. Et après cette période, les progrès recommencent. La patience de l'imperfection, c'est la capacité à continuer pendant le plateau. À continuer à parler, même quand on a l'impression de ne pas avancer. À continuer à essayer, même quand les erreurs semblent trop nombreuses. À continuer à y croire, même quand la voix dans la tête dit d'arrêter. Cette patience, on ne l'acquiert pas du jour au lendemain. C'est elle-même une compétence qui se développe avec le temps. Et elle vaut autant que n'importe quelle règle de grammaire. Mon ami, je suis arrivé à un endroit de mon histoire où je veux te poser une question. Pas une question à laquelle tu dois répondre à voix haute, seulement une question à laquelle réfléchir. Quelle est la peur spécifique qui t'empêche de parler français aujourd'hui? Est-ce la peur de ne pas trouver les mots au bon moment? Est-ce la peur de mal prononcer et d'être difficile à comprendre? Est-ce la peur du regard des autres, des francophones natifs qui pourraient te juger, ou de tes amis qui apprennent la même langue et qui semblent plus avancés que toi? Ou est-ce peut-être quelque chose de plus profond, une peur de te montrer vulnérable, de laisser voir quelqu'un de moins compétent, de moins sûr de lui? Parce que cette dernière peur, je l'ai connue. Et elle est très réelle. Mais elle est aussi basée sur une illusion,
l'illusion que les autres nous jugent de façon aussi sévère que nous nous jugeons nous-mêmes. En réalité, dans la grande majorité des cas, les gens qui t'écoutent parler une langue étrangère ne voient pas tes erreurs. Ils voient ton effort. Ils voient ta volonté de communiquer. Et ces deux choses inspirent le respect, pas le mépris. Je n'ai jamais rencontré un francophone natif qui se soit moqué sincèrement de quelqu'un qui essayait de parler sa langue. J'en ai rencontré qui souriaient, mais presque toujours d'un sourire de sympathie, pas de moquerie. Et ceux qui sourient de façon moins gentille? Leurs opinions ne valent pas ton silence. Il y a une phrase que j'aime beaucoup en français, à cœur vaillant, rien d'impossible. Pour un cœur courageux, rien n'est impossible. Je ne sais pas si c'est vraiment vrai pour toutes les choses dans la vie. Mais pour apprendre à parler une langue, oui. Je pense que c'est vrai. Maintenant, laisse-moi te donner quelques conseils très concrets. Des choses simples que tu peux faire cette semaine, aujourd'hui même, pour commencer à transformer ta compréhension du français en expression orale. La première chose, parle à toi-même en français. Je sais que ça semble étrange. Mais c'est une pratique puissante. Décris ce que tu fais pendant que tu le fais. Je prépare du café. Je mets de l'eau dans la casserole. J'attends que l'eau soit chaude. Des phrases simples, des actions quotidiennes. Ça habitue ta bouche à former les sons, ça habitue ton cerveau à chercher les mots en temps réel. Et il n'y a personne pour te juger, parce que tu es seul. La deuxième chose, écoute du français et répète. Pas pour mémoriser, mais pour imiter. Comme un enfant qui imite les adultes autour de lui. Prends une phrase que tu entends dans une chanson, dans un film, dans une vidéo, et répète-la. Encore et encore. Sens comment les sons se forment dans ta bouche. Imite l'intonation, le rythme, la musique de la phrase. La troisième chose, cherche une conversation. Une vraie, avec une vraie personne, en français. Ça peut être un échange en ligne avec quelqu'un qui apprend ta langue maternelle. Ça peut être une application de conversation. Ça peut être un ami qui apprend aussi le français et avec qui tu peux pratiquer sans jugement. Une seule conversation par semaine peut faire une différence énorme sur plusieurs mois. La quatrième chose, accepte les silences. Quand tu cherches un mot, ne panique pas. Dis simplement, comment dire. Ou, attends. Ou, je cherche le mot. Et continue à chercher. L'autre personne attendra. Et si elle ne le dit pas, tu peux lui demander. Comment dit-on X en français? Cette question n'est pas un aveu de faiblesse. C'est une stratégie intelligente. La cinquième chose, célèbre tes progrès. Pas seulement les grands moments, mais aussi les petits. La première fois que tu comprends une blague en français sans traduire dans ta tête. La première fois que tu rêves en français. La première fois que tu penses spontanément un mot en français avant en espagnol, ou en anglais, ou dans ta langue maternelle. Ces moments sont des victoires réelles. Ils méritent d'être reconnus. Moi, je me souviens du jour où j'ai rêvé en français pour la première fois. Je me suis réveillée et j'ai su que quelque chose avait changé dans mon cerveau.
quelque chose d'important. Le français n'était plus seulement une matière, une compétence, une performance. Il était devenu une partie de moi. Et toi, mon ami, tu es sur ce chemin. Peut-être que tu es au début. Peut-être que tu es au milieu, dans ce fameux plateau dont je t'ai parlé. Peut-être que tu es proche de la sortie et que tu ne le sais pas encore. Peu importe où tu avances. Le fait que tu sois là, que tu écoutes, que tu comprennes ces mots en ce moment, c'est la preuve que tu avances. Je veux te raconter une dernière histoire avant de terminer. Il y a quelques mois, je suis allée à une réunion de travail. Il y avait des participants de plusieurs pays, et la langue de travail était le français. Au milieu de la réunion, un homme a pris la parole et a commencé à présenter ses idées. Il parlait vite, avec un accent très prononcé que je n'avais pas encore entendu. Je ne comprenais peut-être que 70% de ce qu'il disait. Avant toutes ces années de travail sur ma peur, j'aurais gardé le silence. J'aurais souri et hoché la tête en faisant semblant de tout comprendre. J'aurais eu peur de montrer que je n'avais pas tout saisi. Mais là, à la fin de son intervention, j'ai levé la main et j'ai dit « Excusez-moi, je n'ai pas bien compris la partie sur le calendrier. Pouvez-vous répéter ou expliquer différemment ?» Il a souri. Il a répété. Et cette fois, j'ai compris. Personne dans la salle n'a pensé que j'étais moins compétente parce que j'avais posé cette question. Au contraire, demander des clarifications est une pratique professionnelle normale. Faire semblant de comprendre quand on ne comprend pas, en revanche, mène à des erreurs coûteuses. Mais surtout, j'avais parlé. Devant tout le monde. En français. Imparfaitement, avec mon accent mexicain que je garderai toujours parce qu'il fait partie de qui je suis. Et ça avait fonctionné. Mon ami, le français que tu portes en toi depuis tout ce temps attend juste que tu lui ouvres la porte. Il n'a pas besoin que tu construises une porte parfaite, avec des charnières en or et une peinture impeccable. Il a juste besoin que tu l'ouvres. Même si elle grince un peu. Même si elle s'ouvre lentement. Même si tu dois pousser fort au début. Ce que j'ai appris à travers toutes ces années, c'est que la langue n'est pas un monument à admirer de loin. C'est un outil vivant, fait pour être utilisé, usé, réparé, transformé. Elle appartient à ceux qui l'utilisent, pas à ceux qui l'étudient en silence. Et toi, tu mérites de l'utiliser. Tu mérites de te faire comprendre. Tu mérites de comprendre les autres. Tu mérites de rire d'une blague en français et de faire rire quelqu'un avec tes mots en français. Tu mérites toutes ces expériences que la langue peut offrir, et elles ne t'arriveront que si tu parles. Alors voilà ce que je te demande, mon ami. Pas grand-chose. Une seule chose. Cette semaine, trouve un moment pour parler français. Même 5 minutes. Même tout seul dans ta chambre. Même d'une façon imparfaite et hésitante. Trouve ce moment, et parle. Et si tu veux me dire comment ça s'est passé, écris-moi dans les commentaires. Dis-moi d'où tu regardes, dis-moi comment tu progresses, dis-moi ce qui te fait peur et ce qui te donne de la force. Je lis tout. Je réponds à tout ce que je peux.
Parce que ce chemin, celui de la langue, du courage, de la voix qu'on retrouve peu à peu, est plus beau quand on le fait ensemble. À très bientôt, mon ami. Et en attendant, parle. Parle, même si ça tremble. Parle, même si ce n'est pas parfait. Parle, parce que tu en es capable. Je le sais. Et au fond, toi aussi, tu le sais. Alors ouvre cette porte. Avant de fermer cette histoire, laisse-moi continuer, parce qu'il y a encore des choses que je veux partager. Des choses que j'aurais voulu que quelqu'un me dise plus tôt. Pendant mes années à l'école de langue, j'ai observé quelque chose d'intéressant. Il y avait deux types d'étudiants très différents dans ma classe. Le premier type était celui que j'appelais l'étudiant parfait. Il connaissait toutes les règles de grammaire. Il pouvait expliquer la différence entre l'imparfait et le passé composé mieux que la professeure elle-même. Ses exercices écrits étaient magnifiques, sans faute, précis et élégants. Mais quand il fallait parler en classe, il attendait d'être certain avant d'ouvrir la bouche. Et cette certitude n'arrivait presque jamais. Alors il parlait peu, lentement, avec des pauses très longues où on pouvait presque entendre la machinerie de son cerveau tourner à toute vitesse pour vérifier chaque mot avant de le prononcer. Le deuxième type était celui que j'appelais l'étudiant courageux. Sa grammaire était moins parfaite. Il faisait des erreurs que l'autre n'aurait jamais faites. Mais il parlait. Il posait des questions. Il racontait des histoires. Il riait de ses propres confusions. Et parce qu'il parlait tout le temps, il progressait à une vitesse que l'étudiant parfait ne pouvait pas suivre. Au bout de 2 ans, l'étudiant parfait avait encore une grammaire impeccable mais un oral hésitant. L'étudiant courageux avait une grammaire solide et un oral naturel, fluide, vivant. Je ne te dis pas que la grammaire n'est pas importante. Elle l'est. La précision compte. Les règles existent pour des raisons, et les apprendre est utile. Mais la grammaire seule ne te donnera jamais la parole. Seule la parole te donnera la parole. Il y a une métaphore que j'utilise parfois pour expliquer ça. Imagine que tu apprends à nager. Tu peux lire tous les livres sur la natation, comprendre la technique du crawl, connaître les règles de sécurité dans l'eau, apprendre la chimie du chlore dans les piscines. Mais tu n'apprendras jamais à nager si tu ne mets pas ton corps dans l'eau. Le français, c'est pareil. À un moment, il faut se mouiller. Une autre chose que j'ai apprise, et celle-ci m'a vraiment surprise au début, c'est que les erreurs les plus gênantes ne sont pas toujours les erreurs de grammaire. Souvent, ce sont des erreurs culturelles. Des moments où tu dis quelque chose de grammaticalement correct, mais qui ne correspond pas à la façon dont les francophones parlent vraiment entre eux. Par exemple, j'ai mis du temps à comprendre que « ça va » ne correspond pas toujours directement à son équivalent espagnol. En espagnol, quand quelqu'un te demande comment tu vas, tu peux répondre en détail avec ce qui ne va pas, ce qui te préoccupe, comment tu te sens vraiment. En France, au moins dans les contextes formels ou semi-formels, ça va est souvent une formule, on répond ça va, et toi? Sans forcément s'attendre à un rapport complet sur l'humeur de l'autre. Quand j'ai compris ça, j'ai compris aussi que la langue n'est pas qu'un système de règles.
C'est un système de codes sociaux, de conventions implicites, de façons de se comporter les uns avec les autres. Et ces codes s'apprennent non pas dans les livres mais dans les conversations, dans les observations, dans l'immersion. C'est pourquoi je te recommande si fortement de t'exposer au français dans des contextes variés. Pas seulement les textes formels et les exercices de grammaire. Les films aussi, les séries, les émissions audio, les conversations quotidiennes entre amis. Parce que c'est là que le français vit vraiment. C'est là que tu vois comment les gens utilisent réellement la langue, avec ses raccourcis, ses expressions familières, ses façons particulières de construire la conversation. Dans les premières semaines de mon stage, je m'asseyais parfois près du coin café et j'écoutais mes collègues parler entre eux. Pas pour être indiscrète, juste pour observer. Comment ils commençaient leurs phrases. Comment ils marquaient le désaccord sans être agressifs. Comment ils changeaient de sujet. Comment ils exprimaient leur enthousiasme ou leurs doutes. Tout ça, ce sont des informations qu'on ne trouve pas dans les manuels de français. Et progressivement, j'incorporais ces modèles dans ma propre façon de parler. Je ne les copiais pas mécaniquement. Je les adaptais à ma voix, à ma personnalité, à ce que je voulais dire. Et peu à peu, mon français devenait non seulement plus correct, mais aussi plus naturel. Plus fluide. Plus vivant. Mon ami, je veux aussi te parler d'un moment de découragement que j'ai vécu pendant cette période. Parce que je ne veux pas te donner l'impression que tout a été une progression linéaire, un succès après l'autre. La réalité est plus complexe. Il y avait une réunion importante au bureau. Des partenaires importants étaient présents. Mon responsable m'avait demandé de présenter une partie du travail que j'avais fait, en français, devant tout le monde. C'était la première fois que j'avais ce niveau de responsabilité dans une présentation formelle en français. J'ai préparé pendant des jours. J'avais mes notes. J'avais pratiqué devant mon miroir, devant ma petite sœur qui ne comprenait rien mais qui souriait patiemment. J'étais prête. Et puis, au moment de parler, une chose s'est produite que je n'avais pas anticipée. Le stress a effacé des pans entiers de ma mémoire. Des mots que je connaissais parfaitement ont disparu. Des structures que j'utilisais chaque jour se sont évaporées. Je me retrouvais devant ces visages qui m'attendaient, et dans ma tête, il y avait des espaces vides là où auraient dû être les mots. J'ai pris une grande respiration. J'ai regardé mes notes. Et j'ai commencé à parler avec ce que j'avais, c'est-à-dire ce dont je me souvenais à ce moment précis. Mon vocabulaire était plus simple que prévu. Certaines de mes phrases étaient maladroites. À 2 reprises, j'ai dû reformuler parce que la structure initiale que j'avais prévue ne me venait pas. Mais j'ai terminé la présentation. J'ai dit tout ce que j'avais à dire, même si ce n'était pas exactement de la façon dont je l'avais préparé. À la fin, mon responsable m'a juste dit « bien ». Juste, bien. Pas brillant, pas magnifique, simplement bien. Et à ce moment-là, j'aurais voulu que ce soit plus. J'aurais voulu une grande validation, une confirmation que j'avais réussi quelque chose d'important. Au lieu de ça, la journée a continué normalement, et personne n'a semblé penser que quelque chose de spécial s'était passé. Ce soir-là, j'étais déçue. Je pensais à tout ce que j'aurais pu dire mieux.
à tous les mots qui n'étaient pas venus. À la différence entre la présentation que j'avais préparée dans ma tête et celle que j'avais livrée en réalité. Mais le lendemain matin, en me réveillant, j'ai pensé à quelque chose. Cette présentation avait eu lieu. Elle était terminée. Je l'avais faite. Elle n'avait pas été parfaite, mais elle avait fonctionné. Le travail avait été présenté, compris, et la réunion avait avancé. Et moi, j'avais appris quelque chose d'important sur ma façon de parler sous pression. C'est ça, l'apprentissage réel. Pas les moments glorieux. Les moments imparfaits dont on se relève avec quelque chose de nouveau dans les mains. Quelques semaines plus tard, il y avait une autre réunion. Et cette fois, j'étais mieux préparée. Non pas parce que j'avais mémorisé plus de choses, mais parce que je savais maintenant comment fonctionne mon cerveau sous pression. Je savais qu'il fallait simplifier les structures, avoir un vocabulaire de secours pour les mots complexes, et surtout, respirer. Juste respirer. La deuxième présentation s'est mieux passée que la première. La troisième mieux que la deuxième. Et ce progrès, graduel, imparfait, parfois fait de 2 pas en avant et d'1 pas en arrière, était un progrès réel. Je veux aussi te parler de quelque chose que j'ai observé dans mon propre processus d'apprentissage, la question de la vitesse. Beaucoup d'apprenants pensent que parler lentement est un signe de faiblesse ou d'incompétence. Ils essaient de parler vite pour paraître fluides. Mais parler vite quand on n'est pas encore à l'aise dans une langue, ça produit l'effet opposé. Les phrases deviennent floues, les mots se mélangent, et la communication souffre. Parler lentement, clairement, avec des pauses bien placées, c'est une compétence. C'est même une compétence que beaucoup de locuteurs natifs n'ont pas. Une personne qui parle lentement et clairement est toujours plus facile à comprendre qu'une personne qui parle vite et de façon confuse. Et voilà le secret. Quand tu parles lentement, tu as le temps de trouver tes mots. Tu as le temps de construire ta phrase correctement. Tu as le temps de te corriger si tu commences dans la mauvaise direction. La lenteur n'est pas un défaut, c'est un outil. Évidemment, avec le temps, la vitesse vient naturellement. Quand les mots n'ont plus besoin d'être cherchés un par un mais arrivent d'eux-mêmes, la parole accélère. Mais cette vitesse doit être le résultat d'une aisance croissante, pas d'une performance forcée. J'ai aussi remarqué quelque chose d'intéressant sur la prononciation. Beaucoup d'apprenants, et j'étais parmi eux, ont l'obsession de sonner comme un natif. Ils veulent un accent parfait, indétectable. Et cet objectif, bien qu'il soit compréhensible, peut devenir une source de frustration inutile. La réalité est que la plupart des gens ne parlent pas leur langue maternelle avec un accent neutre et parfait. Il y a des variations régionales, des habitudes individuelles, des influences de différentes langues ou dialectes. L'accent parfait n'existe pas vraiment, ce n'est qu'une construction idéale. Ce qui compte vraiment, c'est d'être compris. Et pour être compris en français, il n'est pas nécessaire de sonner comme quelqu'un né à Paris ou à Montréal. Il suffit de prononcer les sons assez clairement pour que l'autre personne puisse suivre ce qu'on dit. Mon accent mexicain, je l'ai gardé. Il s'est adouci avec le temps, il s'est adapté au son français, mais il est toujours là. Et je ne cherche plus à le faire disparaître. Il fait partie de qui je suis.
Il dit quelque chose sur mon histoire, sur mon chemin, sur les ponts que j'ai construits entre les langues et les cultures. C'est une richesse, pas un défaut. Un dernier mot sur les ressources. Aujourd'hui, nous avons accès à plus de ressources pour apprendre le français qu'à aucune autre période de l'histoire. Des émissions audio gratuites, des chaînes vidéo, des applications, des plateformes d'échange linguistique, des films et des séries en diffusion en ligne avec sous-titres. Les outils sont là, abondants et accessibles. Mais les outils ne servent à rien si on ne les utilise pas avec intention. Ce n'est pas parce qu'on écoute du français passivement en fond sonore qu'on progresse. C'est parce qu'on écoute activement, parce qu'on répète, parce qu'on cherche à comprendre, parce qu'on essaie d'utiliser ce qu'on entend. Et surtout, encore et toujours, parce qu'on parle. La compréhension est magnifique. Lire le français est magnifique. Écrire le français est magnifique. Mais la parole est différente. Elle est immédiate, vivante, partagée. Elle crée un lien direct entre toi et l'autre personne, en temps réel, sans filet de sécurité. Et c'est précisément cette vulnérabilité qui la rend si précieuse. Quand tu parles à quelqu'un dans sa langue, ou dans une langue partagée, tu lui offres quelque chose. Tu lui offres l'effort de t'approcher de lui, de sortir de ta zone de confort linguistique, de risquer de te tromper pour avoir la chance de te connecter. C'est un cadeau. Et les gens le sentent. J'ai vu des visages s'illuminer quand j'essayais de parler une langue que je ne maîtrisais pas encore bien. Pas parce que c'était parfait, mais parce que l'effort lui-même communiquait quelque chose d'important. Tu comptes assez pour que j'essaie. Voilà ce que le français m'a appris, au-delà des mots et des règles. Il m'a appris à être courageuse. Il m'a appris que la perfection n'est pas nécessaire pour être entendue. Il m'a appris que les erreurs sont des portes, pas des murs. Il m'a appris que ma voix, imparfaite, mexicaine, mélangée, a sa place dans le monde. Et ta voix aussi, mon ami. Quelle que soit ta langue maternelle. Quel que soit ton accent. Quel que soit le nombre d'erreurs que tu fais encore. Ta voix a sa place dans cette langue que tu apprends avec tant de soin. Alors laisse-la sortir. Je veux aussi te parler d'une chose que personne ne m'avait expliqué clairement au début, et qui m'a causé beaucoup de confusion pendant longtemps. C'est la différence entre le français qu'on apprend et le français qu'on entend dans la vie réelle. Dans les manuels, dans les exercices, dans les cours de langue, on apprend un français standardisé, correct et clair. Les phrases sont complètes. Le vocabulaire est soigné. La grammaire est respectée. Et tout cela est utile, c'est nécessaire comme fondation. Mais quand on commence à écouter du français authentique, dans les films, dans les conversations de rue, dans les émissions audio informelles, on réalise que les gens ne parlent pas toujours comme dans les manuels. Ils raccourcissent les mots. Ils avalent certains sons. Ils construisent des phrases qui ne suivent pas exactement les règles écrites. Ils utilisent des expressions qui ne figurent dans aucun dictionnaire. Tu as mangé, devient t'as mangé, dans la parole rapide. Je ne sais pas, devient je sais pas. Il y a, se raccourcit parfois jusqu'à y a. Ces modifications ne sont pas des erreurs, elles sont des caractéristiques normales du français parlé.
Quand j'ai commencé à entendre ces raccourcis, au début j'étais perdue. Je comprenais chaque mot individuellement mais pas la phrase entière parce que tout sonnait différemment de ce que j'avais appris. J'avais l'impression que quelqu'un avait changé les règles du jeu sans me prévenir. Mais avec le temps, et surtout avec beaucoup d'expositions français parlées naturellement, mon oreille s'est adaptée. Les raccourcis sont devenus familiers. Et comprendre le français rapide et informel m'a donné une liberté nouvelle, celle d'écouter sans tout calculer, d'absorber les conversations de façon plus naturelle, presque intuitive. Pour toi, mon ami, je te conseille donc d'inclure dans ta pratique des exemples de français vraiment parlés, pas seulement les dialogues des manuels, qui sont souvent artificiels. Cherche des émissions audio où des gens parlent librement, des vidéos où des francophones discutent entre eux de façon détendue, des émissions de radio ou des interviews informelles. Ton oreille aura du travail au début, mais elle s'adaptera. Et chaque fois que tu comprendras quelque chose dans un contexte naturel que tu n'aurais pas compris quelques semaines avant, ce sera une victoire concrète que tu pourras mesurer. Il y a aussi une chose que j'aime beaucoup dans le français, une chose à laquelle je ne m'attendais pas quand j'ai commencé à l'apprendre. C'est sa capacité à exprimer des nuances très fines de sentiments et de pensées. Des distinctions que l'espagnol exprime différemment, ou parfois pas du tout de la même façon. Par exemple, la différence entre « je sais » et « je connais ». En espagnol, il y a « saber » et « conocer ». Ces deux verbes correspondent à peu près à « savoir » et « connaître » en français. Mais les contextes d'utilisation ne sont pas exactement parallèles. Explorer ces différences m'a poussé à réfléchir sur la façon dont les langues découpent la réalité différemment. Ce n'est pas juste une question de traduction, c'est une question de perception. Chaque langue que tu apprends t'offre un nouvel angle pour voir le monde. Un nouveau prisme. Et cet enrichissement de la vision n'est pas une métaphore poétique, c'est quelque chose de réel et de mesurable dans la façon dont on pense, dont on résout des problèmes, dont on se connecte aux autres. C'est peut-être ça, la raison la plus profonde d'apprendre le français. Pas les opportunités professionnelles, aussi importantes soient-elles. Pas les voyages, aussi magnifiques soient-ils. Mais ce que la langue fait à ta façon de penser, l'espace supplémentaire qu'elle crée dans ton esprit pour comprendre le monde et les personnes qui l'habitent. Dis-moi dans les commentaires depuis quel pays tu regardes cette vidéo. Moi, si j'étais toi, j'écrirais par exemple « Je regarde depuis le Brésil » ou « Je regarde depuis la Corée du Sud ». Et si tu veux me dire une chose que tu as apprise aujourd'hui, ou une peur que tu veux surmonter, écris ça aussi. Je suis là, je lis, et tu n'es pas seul dans ce voyage. À très bientôt, mon ami. Courage, et parle.